Alors, notre prochain invité, c'est le chef du Bloc Pot. Mais ce n'est pas que le chef du Bloc Pot. Il a déjà été... attendez, faut pas que je me trompe. Il a été député... Non, pas député. Candidat pour le Parti Rhinocéros. Notamment. Et ainsi qu'il y a un titre officiel sur sa carte d'affaires comme ludologue. Notamment aussi. Et y a-t-il quelque chose que je devrais rajouter avant de t'introduire? Non, en fait, moi, j'existe depuis Facebook. Donc, avant 2008, j'existe pas. OK, alors, donc, notre invité... C'est simple comme ça dans la vie. Notre invité, c'est Jean-Patrick, chef du Bloc Pot. Voilà. Depuis combien de temps? Depuis l'année dernière. Pour résumer, moi, j'étais au Parti Rhinocéros, et je le suis toujours d'ailleurs. J'étais, donc, depuis... un certain temps, depuis 2007, le directeur du laboratoire des sciences de la démocratie. Pour résumer, ceux qui veulent s'en rappeler plus facilement, il y a un acronyme, c'est le directeur du LSD. Oh, OK. Fait que ça a commencé comme ça. Et depuis ce temps-là, je me vois comme un espèce de directeur d'une gang de fous qui va se présenter pour contester la loi et montrer l'absurdité des élections. Puis là, avec le temps, je suis devenu, avec une certaine expertise, je dirais, assez bon pour convaincre les gens de se présenter sans être élus. Parce que c'est ça un peu le dilemme de se présenter soit au Parti Rhinocéros ou au Bloc Pot. T'es sûr de ne pas être élu. Et là, c'est ça. L'année dernière, j'étais vraiment offusqué parce que les libéraux, je trouvais qu'ils jouaient vraiment fort. Il y avait Gabriel Nadeau-Dubois qui se présentait pour la première fois et... sous la bannière de Québec solidaire. Exactement. Puis, celui-ci avait aucun adversaire au PQ. Parce que le PQ avait laissé la circonscription libre, ouais. Et les libéraux avaient dit non, la partie n'est pas jouée, comme si la partie n'était pas jouée. Et ils ont décidé de présenter quelqu'un. Ça m'a vraiment offusqué. C'était qui cette personne-là? C'était le directeur du Conseil des jeunes, je pense, du Parti libéral de mémoire. Et on nous le présentait comme un homosexuel qui avait fait la grève pour les carrés rouges. Je te dis, écoute, attends, qu'est-ce qu'ils essayent de me vendre les libéraux? Puis là, tu regardes sur l'affiche, je ne vends pas, il y avait peut-être 10%, même pas, peut-être 5% de l'affiche, le logo. Le logo prenait 5%, pas plus de l'affiche. Sur l'affiche de celui qui présentait contre Gabriel. Pour les libéraux. Fait que il y a quelque chose qui m'enrageait et je venais de faire une élection partielle dans Saint-Laurent. Et comme j'étais depuis 2 ans excusez mes mots. Je viens de fumer, là. Je viens de fumer sur le coin de la rue, là. Là, on parle, là. Puis, écoutez, je veux juste mentionner une chose vraiment le fun. Depuis que je suis chef, on m'offre toutes sortes de choses. Là. Tantôt, il y a quelqu'un qui m'a offert du hash. Merci, je sais pas comment tu t'appelles, mais t'es gentil, man. Ah, la vie est tellement merveilleuse. Merci, Jacques Ferron. Pourquoi je dis merci Jacques Ferron, c'est que depuis que cet homme-là est rentré dans ma vie, ça a tout changé. Jacques Ferron, le fondateur du Parti Rhinocéros, qui est décédé. Mais s'il n'avait pas été là, je serais pas ici aujourd'hui. Mais c'est quoi la mission du Bloc? Parce que tu n'as toujours pas répondu. Oui, je sais. Je viens de fumer, je le répète. Donc, le Bloc Pot est arrivé dans ma vie parce que, justement, j'avais envie de me présenter. Je ne pouvais plus me présenter en tant que candidat parce que dans le poste que j'occupe désormais au sein du Parti Rhinocéros, je suis l'agent officiel. Donc, la personne qui ne peut pas se présenter, qui parle avec Élections Canada, tout ça, mais je ne peux pas être candidat. Depuis, je suis devenu non seulement candidat, mais chef. Pourquoi? Parce que c'est un concours de circonstances de plusieurs choses. Notre porte-parole tout à l'heure pourrait en parler aussi, mais je résume ça comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis celui qui est capable d'amener du plaisir à aller au combat sans même gagner, parce que, et ça c'est quand même fantastique, le Bloc Pot est capable de faire des promesses, de les réaliser sans même être élu. C'est quand même incroyable. Attends, tu dis ça parce que vu que le pot va être légalisé, tu dis on n'a même pas besoin d'être élu puis ça marche. Ça marche. Donc là, contrairement au Parti Rhinocéros, c'est ça, c'est que le Parti Rhinocéros, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un parti dérisoire au niveau fédéral. Et c'était vraiment pour contester. Mais qui a toujours été là, on dirait. Ah oui, oui. Puis il y en a une petite phase où il n'était plus là, puis c'était néo-Rhino, mais c'est revenu. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été, entre autres, candidat néo-Rhino. Mais c'est une contestation, je dirais, ludique, justement, pour amener ce terme. Par contre, dans le cas du Bloc Pot, ça change la donne parce qu'il y a quand même des résultats probants. Il y a
une injustice donc qu'on peut régler. Puis, il y a des moyens aussi, parce qu'au fédéral, on n'a plus d'argent. Et ça, je peux pas vous dire à quel point c'est important. Chaque vote vaut de l'argent. Combien? 2 $ en moyenne, c'est plus ou moins ça. OK, donc excuse-moi. Oui. Mettons, moi, ou pas moi, là, mais quelqu'un se présente candidat pour le Bloc Pot. Chaque vote qu'il va récolter, ça va être un chèque de 2 piastres par vote qui va se retrouver dans par année pour les 4 prochaines années. Okay. Avec ça, je vous donne des exemples. Donc, ceux qui disent que même s'ils ne seraient pas élus, ça ne donne rien de voter pour le Bloc Pot, c'est pas vrai. Non, puis encore, il y a pire que ça. Écoutez bien ça. Les 40 % qui ne votent pas, moi, c'est eux que je veux convaincre de voter pour nous. Pas tant pour être élus que voici le dilemme incroyable. Lorsqu'on ne va pas voter, le pourcentage de l'argent qui aurait eu lieu d'être donné par mon vote va être redistribué au pourcentage des partis qui ont été élus. Donc, comme moi, je ne vais pas voter. Je viens de donner un 28 % de mon dollar au Parti libéral, par exemple, etc. Ouais. Donc, il vaut mieux aller même annuler son vote pour s'assurer au moins qu'il ne reçoive pas ce montant-là. Mais moi, je suggère, tant qu'à faire, voter pour un indépendant ou, encore mieux, si le Bloc Pot est là, voter pour le Bloc Pot parce que c'est ce que j'allais dire. On a fait des choses fantastiques avec ça. Dès le départ, il y a 20 ans, et il pourrait en parler plus amplement parce qu'il était là, il l'a créé. Le Club Compassion, si vous ne connaissez pas, c'est un dispensaire donc, pour les malades qui ont besoin de cannabis. Le premier dispensaire francophone en Amérique a été créé grâce à l'argent des votes. Et ça, c'est ce qu'on offre à tout le monde, c'est de dire, bien, votre vote, quand vous dites, ça vaut rien, un vote, au contraire, dans notre cas, ça vaut quelque chose. Est-ce qu'au début du Bloc Pot, il y a 20 ans, il y avait eu plus de gens qui ont voté pour le Bloc Pot qu'il y en a eu par la suite? Hugo pourrait répondre à ma place. Parce que c'est le porte-parole. On est toujours pas à son entrevue. Avant d'arriver au bout à Hugo, mais je veux pas, c'est parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je sais qu'ici, en tant que chef, tu as quand même une mission. Je pense que tu es venu recruter des futurs candidats. Parce que là, les élections provinciales sont à l'automne. Vous êtes à la recherche de candidats. Donc, des gens qui sont prêts à s'associer à la cause et récolter 2 piastres par vote. C'est ça. Et ne pas être élu, mais avoir bien du fun. Tout à fait. Entre autres, ce que je propose, c'est que moi, en tant que chef-coach, parce que c'est le terme qu'on utilise. Chef-coach, ça sonne bien. C'est pour ça qu'il y a un porte-parole. Le porte-parole, lui, il est là depuis 20 ans. Il a fait le combat. Il peut répondre à toutes ces questions-là. Moi, je ne suis pas là pour prendre la parole, justement, au nom du parti. Je suis là pour monter une équipe. Et je vous résumerai ça comme dans le film Les Blues Brothers. On remonte le band. Puis, je suis le gars qui remonte la band. Ouais, mais moi, j'ai comme l'impression que maintenant que ça va être legit, là, OK? Est-ce que votre mission est comme tombe à l'eau? Parce qu'il me semble que la mission première du Bloc, c'est la légalisation. Je pense que ça serait plus la partie. Ça, Hugo va te répondre, mais moi, je vais juste, même pas te répondre grand-chose, mais je vais te donner une question qui va quand même t'aider à répondre. Attends, tu vas répondre à ma question par une question? Est-ce que le féminisme a arrêté lorsque les femmes ont eu le droit de vote? Au contraire. Voilà. Donc, ça répond un petit peu à la propre question que tu me posais. Tu as raison, mais si les femmes avaient eu le droit de vote et en même temps les salaires égaux et en même temps fin de toute discrimination liée aux femmes... C'est ce que tu vois dans le projet de loi présent. Est-ce que le féminisme aurait continué? Je pense pas que c'est ça qu'ils nous propose le 17 octobre. Ce qu'ils nous propose le 17 octobre, c'est que ce soit légal, qu'on puisse aller récréativement, qu'on puisse y aller pour se faire du plaisir, pour se guérir. Il y a plein de petits... Non, mais Goofy, ce qui est le fun, c'est que justement, on va démystifier tout ça dans la seconde partie de l'entrevue. Juste à terminer avec Jean-Patrick. Donc, tu fais un appel à tous, à des éventuels candidats. En fait, j'ai une illumination. Moi, au départ, je voulais le faire en créole parce que je considère que c'est pas normal qu'on ait des gens ici à Montréal qui se présentent et qu'aucun ne parle créole. Il y a une grande communauté qui parle créole à Montréal. Et là, non, moi, l'illumination que j'ai eue, c'est que plutôt que de me faire apprendre puis d'avoir l'air un peu niaiseux, je vais trouver un bon candidat. Et j'en ai un devant moi. Goofy, je considère que tu serais un excellent candidat. Alors, Goofy au Bloc Pot. Moi, je suis seconde. Où c'est que je signe? Ça prend combien de signatures pour être... Moi, je vais aller faire les signatures avec grand plaisir sur l'équipe de signature. On a déjà une équipe de signature. D'ailleurs, on cherche aussi des gens qui veulent travailler à ça. On paye pour ça. On paye même en cannabinoïdes aussi, là, mais pas juste en cannabinoïdes. Donc, vous êtes à la recherche d'employés, de candidats et de bénévoles. Il y a un méchant gros party qui arrive le 17. Là. On a besoin de beaucoup, beaucoup de monde.
Donc, c'est un appel à tous. Donc, si Goofy choke, nos auditeurs qui sont à l'écoute, peut-être qu'ils s'y sentent la fibre politicienne cannabinoïde. Non, mais ça n'empêche pas qu'un seul serait un minimum, mais pour en avoir beaucoup plus. En fait, autant que de circonscriptions que vous êtes à la recherche de candidats. Il y a 125 circonscriptions. À date, on est rendu à 39, quelque chose comme ça. Fait qu'il vous manque 120 candidats à grandeur du Québec. Plus ou moins. Est-ce que vous avez des candidats vedettes, peut-être à part moi? Là, mais... il y a des noms que je ne peux pas dire pour l'instant, mais on a un criminaliste qui va être avec nous, qu'on a convaincu ce matin même. Est-ce que c'est un criminaliste de Montréal? On annoncera ça. De toute façon, regardez bien quand il est de confession arabe? Non, mais... Intéressant. Ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'il est amicus curiae? Non, mais on va l'appeler. Mais si tu as des candidats proposés, je suis tout oui. Éliminer quelques personnes. Bon, moi, je lance l'appel au nom de Jean-Patrick. Oui. Alors, je sais qu'on a des auditeurs à Montréal sur les ondes de CIBL, aussi dans la région de Québec avec CJMD 96.9 Lévis, et aussi même dans la région de Sherbrooke via CFAK. On rejoint tout le monde, et par Facebook, toute la planète. Alors, si vous êtes à l'écoute, que ça vous parle, ce que vous entendez, que vous voulez vous impliquer politiquement pour le Bloc Pot, bien, vous contactez... Moi, j'offre quelque chose d'intéressant. Je me promène tout l'été. J'étais à Chicoutimi il n'y a pas longtemps. Je suis monté à Québec il y a quelques jours. Bref, je me promène partout et je me fais un devoir d'aller rencontrer mon équipe. Donc, contactez-nous. Si on veut te contacter, Jean-Patrick, blocpot.qc.ca. Écoutez, vous restez là. L'entrevue n'est pas finie. On s'en va écouter une toune. On va écouter du Fouki. Puis au retour, là, on rentre dans le vif du sujet. Les vraies questions avec Hugo Saint-Onge sur le corner en direct. La légalisation. On est avec nous, Hugo Saint-Onge, porte-parole du Bloc Pot, mais aussi historien. Et comptable. Et comptable, wow. Il me semble que ça fait tout ensemble, ça fait un beau titre. Bienvenue sur le corner. Hey, merci. Si t'es porte-parole, ça veut dire que t'as comme la langue de bois, là. Tu vas détourner toutes nos réponses, toutes nos questions. Non, mais là, c'est le temps de poser la vraie question, la vraie question. Au Bloc Pot, on peut dire des choses qui vont à l'encontre de la trame narrative. On ne cherche pas à gagner les élections. Ouais. On n'est pas électoraliste. Ouais. On défend notre shit jusqu'au bout. D'ailleurs, je vais reprendre la question de Goofy, qui est probablement la première que je vous ai posée quand je vous ai vu, les gars. Ben là, vu que le pot va être légal, à quoi ça sert le Bloc Pot? C'était naïf. J'ai pas dit ça comme ça. Ma question est un peu plus étoffée et un peu plus intellectualisée. Mais en gros là, c'est un peu ça. C'est quoi le but du Bloc Pot maintenant que ça va être légal? Je veux dire, vous avez rempli votre promesse avant même d'être élu. Qu'est-ce qui reste? Ben en fait, quelle était notre promesse? Puis c'est souvent ça. Je ramasse des signatures de ce temps-ci, hein, puis les gens, le Bloc Pot, mais c'est pas réglé. Puis je suis comme, ouais, mais c'est quoi être réglé pour vous? Puis c'est quoi être réglé pour nous? Okay. Alors, nos attentes étaient beaucoup plus élevées. On avait des revendications historiques, disons. Puis il n'y en a aucune qui ont été atteintes. Moi, naïvement, je pensais l'alcool est légal, donc la légalisation du pot, ça allait faire la même affaire. Donc, tu as le droit de faire du vin chez vous. Écoute, comme tu veux. Tu as le droit d'en faire. Tu as le droit d'en vendre. Ben, tu n'as pas le droit de sortir avec de chez vous, d'ailleurs, en plus. Ah ouais, légalement. Ben, tu n'as pas le droit d'en vendre. On s'entend. Tu n'as pas le droit d'en vendre commercialement. Là, après ça, si ton ami vient souper chez vous, il dit je t'en prends une bouteille. Je connais pas quelqu'un qui s'est fait arrêter pour ça. Clairement pas. Donc les gens qui vendent des tomates. Donc, je m'attendais. Puis, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool dehors, dans la rue, sur la voie publique. Je m'attendais à faire la même chose. Donc, tu as le droit de faire du pot chez vous. Tu n'as pas le droit d'en fumer dehors, dans la voie publique. Puis, tant que tu n'en vends pas commercialement, tu es correct. Donc, c'est pas ça. Pas du tout. On a rendu un certain cannabis légal, celui produit par l'oligopole, autorisé par Santé Canada. Celui que Goofy contribue. Non, mais c'est correct. Après, quand les gens participent à ça, je veux dire, c'est là. Faites-le, fais-le. C'est hâte que tu l'aies fait. T'sais. On peut mentionner, ils vont vendre 60 tonnes selon leurs propres estimés. Sais-tu combien il y en a, Goofy, en tonnes qui se fument en estimé réel? Au Québec. Plus ou moins 200. Donc, là, on est en train de dire que 3 personnes sur 4 vont avoir du pot avec lequel ils peuvent avoir des amendes et des problèmes. Non, c'est pas des amendes parce que si tu te fais prendre avec du cannabis illégal, c'est l'ancienne réglementation qui s'applique, on t'amène devant un juge. Mais la réalité, là. C'est la réalité. On est un avocat pour parler de ça ce matin. Comment ils vont faire? Mettons, ils te trouvent avec un joint.
Ben là, il n'est pas marqué, tu sais, je veux dire, il sait pas là où je l'ai acheté. Là. Il va falloir que tu conserves l'emballage. Là, après, les gens vont conserver l'emballage. On va avoir des beaux emballages, là, fait qu'effectivement, ça va être plus tentant. Ouais, mais moi, je peux tout le temps mettre du pot pas légal dans mon emballage légal. En effet. Après, il va y avoir des dates d'expiration dessus. Plus tard, il va y avoir des marqueurs génétiques. Hein. On oublie qu'en Uruguay, le cannabis légal... Le premier pays à avoir légalisé. Oui, bon, mais le cannabis légal est obligé d'avoir un marqueur génétique dedans. Donc, à partir de ce moment-là, on peut identifier quel cannabis qui est légal et quel cannabis qui n'est pas légal. Identifier avec un téléphone. Là, c'est que là, le code génétique, il est dans le weed. Mais tu passes par un laboratoire une application de téléphone intelligent est capable, avec une bonne caméra, comme ça, de filmer puis de dire si le pot a le marqueur ou pas. Puis est-ce qu'il n'y aura pas le crime organisé qui vont trouver une souche du pot génétique? Là, on va régler le problème du crime organisé. Là. Moi, je suis plus capable d'entendre ça. Il n'y a aucune démonstration, là, à part dans le Journal de Montréal et dans la presse, il n'y a aucune démonstration dite scientifique du fait que le crime organisé s'occupe du weed. Le crime organisé, s'il est impliqué dans la drogue en général, c'est qu'ils sont dans le goulot d'étranglement. Donc, au port de Montréal, les importations comme le hashish, la poudre, les transformations comme les drogues synthétiques. Le cannabis, là, c'est un ensemble de personnes là, qui font pousser ça. C'est un marché qui est très large, qui n'est pas contrôlé par le crime organisé. Tu ne peux pas contrôler une plante verte. Tu peux contrôler la distribution dans une région parce que, tu sais, c'est toi qui est au bord. Mais tu ne peux pas contrôler l'ensemble du marché. Et si on veut régler le problème du marché noir ou du crime organisé, c'est qu'on va arrêter que ça soit payant à faire du pot. Parce que c'est pas, c'est du weed. Ça sera plus payant, là, en fait. À moyen terme, long terme, ça devrait pas être payant. En tout cas, ils ne devraient pas pouvoir nous le vendre 10$ le gramme. Je veux dire, ça vaut pas ça, là. Il n'y a personne qui paye ce prix-là. Premièrement. Puis deuxièmement, ça vaut combien du weed? Je comprends pas, mais... Tout est médicamenté, là. Ben moi, j'habite dans le vieux aussi, là, fait que... ben là. Les prix sont mais toi, tu fais des tours aux touristes pour 150$ de l'heure. T'es capable de le payer 10$. Bon, continuons, là. Non, mais tout ça pour dire que c'est cette théorie du marché noir qui est contrôlée par le crime organisé, c'est la police qui n'arrête pas de répéter ça sans cesse. Ils sont bien intentionnés, hein, ils veulent nous protéger. Là. Oui. Mais je veux dire, dans la réalité, ce n'est pas ça. Le marché du cannabis, c'est un ensemble de personnes et c'est pas de l'argent si facile à faire d'ailleurs. Tout le monde pense que c'est de l'argent qui coule. Puis les gens, ils écoutent trop de téléséries puis trop de films où qu'on voit des espèces de mania des drogues, mais ça, c'est des exceptions. Quand on étudie la sociologie et la criminologie du marché des drogues, on se rend compte que c'est des gens qui viennent de milieux pauvres ou de classe moyenne basse. C'est ces gens-là qui sont dans ce business-là. Puis quand ils sont dedans, l'argent roule, là. Ils ont de l'argent, mais c'est jamais des riches. Puis ceux du crime organisé qui réussissent, ben ils ont blanchi leur argent puis ils ont parti une entreprise légale. Ouais. Fait que finalement, pour se débarrasser de ces gens-là, on ne devrait pas permettre qu'il y ait des profiteurs qui puissent en profiter. On devrait faire que le marché soit celui des amateurs, des gens qui aiment ça. Mais la définition mais ce que je veux dire, c'est que la définition du marché noir en tant que tel, ça rentre. Mais quand tu nous parles de crime organisé, le crime organisé, c'est plusieurs personnes qui s'entendent pour faire un complot. On parle généralement... Et ça, c'est Deloitte et Touche qui a fait l'étude pour le gouvernement avant de faire la loi, là, donc un grand bureau d'études qui est arrivé à la conclusion que, dans le fond, la majorité de tous les producteurs, ben, c'est quelques personnes qui ont à peu près une vingtaine de clients et souvent, c'est beaucoup plus pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour arrondir la fin de mois puis payer leur consommation que pour faire un vrai profit en passant. Donc, quand il dit qu'ils ne sont pas dans la richesse, c'est parce qu'ils ne le cherchent pas non plus. Est-ce que tu es en train de dire qu'ils sont là-dedans par passion? Là? Comme pas par passion, mais... Il y en a que oui, il y en a que non, c'est sûr. Je veux dire, il y a de l'argent à faire, fait qu'il y a du monde qui y vont. Puis c'est ça qui est le problème d'un marché illicite, c'est que l'appât du gain est valorisé par la prohibition. D'ailleurs, le modèle des producteurs autorisés, c'est la même chose. C'est la prohibition qui leur permet de pouvoir vendre très cher leur cannabis. Puisqu'ils sont les seuls à... Parce que, mettons, dans la nouvelle légalisation qu'ils nous proposent, si moi, demain matin, je veux me lancer dans la business, en fait, j'ai aucune chance. Mais il y a plein de départements, tu peux te lancer. Tu peux vendre des grinders, man. Tu peux vendre... mais mettons, t'es coup que moi, mon special skill, ça serait de faire pousser du weed, oui. tu sais. Comme là, plein de gens, actuellement, ils pourront pas être transférés. Si tu as un petit dossier criminel, tu vas être exclu aussi. Puis on va démystifier l'affaire qu'on entend beaucoup parler, que, bon, le fédéral, il nous laisserait faire pousser des plants à la maison, puis que le provincial veut pas. Techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas le choix. C'est un gros débat, tout ça, là, mais de prime abord, ce qui est écrit dans la loi, là, dans le projet de loi, là, c'est toute production non autorisée est illicite et illégale.
Ouais. Et, par contre, là, c'est là que le gouvernement fait sa petite promotion puis ses relations publiques. Il dit, nous, ce qu'on veut, c'est que les Canadiens puissent avoir quelques plans à la maison. Mais pour qu'il y ait quelques plans à la maison, c'est qu'ils ne vont pas judiciariser les gens qui ont moins de 5 plans. Fait que finalement, toute production est illégale, mais les gens qui ont 4 plans et moins, la justice criminelle ne va pas s'en occuper. Par contre, le provincial peut le faire de façon pénale ou de façon civile. Donc, ils sont dans leur droit constitutionnel actuellement, le Québec, de nous interdire. Mais là, ça, c'est un débat qui pourrait mener très loin. C'est pas jamais coulé dans le béton, ces affaires-là. Hein? C'est un débat. Mais mettons, en partant du fait qu'en ce moment, ben, c'est 100% illégal, puis que là, après le 17 octobre, on va dire que c'était comme 39% illégal. C'est-tu pas mieux 39% légal que 0%? Mais moi, je réponds oui. Moi, je pense que ça peut être considéré comme une avancée, mais c'est très loin de nos attentes. Ne serait-ce que pour l'acceptation sociale. Voilà. Mais c'est ça, je pense, la barrière la plus dure. Genre, je sais pas, ta belle-mère, quand il fume de la drogue, mais là, tu sais, au moins, ça va peut-être... Ah, j'en fumais moi aussi. Ben, on peut voir. Non, mais... c'est ça, mais tu vois, moi, je suis d'accord qu'il y a un petit changement. Par contre, moi qui suis les médias et qui lis beaucoup, ben, le discours de stigmatisation, il est encore là. Ouais, le discours de stigmatisation, il est encore là. Mais dans les médias francophones. Plus. Et c'est ça qui est tordu, OK? Dans les médias francophones. Puis historiquement, c'était l'inverse. Hein? Il y a 100 ans, au Québec, on n'en parlait pas du pot. Mais au Canada anglais, on disait que c'était la folie, puis la civilisation blanche va s'anéantir si on laisse les gens fumer du pot. Parce qu'on le sait bien, les filles qui fument du pot, là, ils baisent avec des noirs puis des jaunes, puis tabarnak, ça marche pas. Ils font de la musique. Ils font de la musique, mais c'est con, mais c'était ça le discours, c'était exactement ça. Oui, je m'en Et maintenant, c'est inversé. Maintenant, au Québec, on est hyper conservateur. Puis ailleurs, tu regardes des médias canadiens anglais, puis tu fais comme... ils ont un discours cohérent. Ils ont élu Rob Ford, je pense que c'est beaucoup dans les médias. Parce que pour de vrai, dans la vraie vie, là, le vrai monde, là, le MON, là, le monde, là, OK? Personne n'est offusqué par le weed ou par le pot ou peu importe, moi, les villes où je m'en vais ou peu importe les endroits où je m'en vais. Peut-être à part les endroits haïtiens, là. Mais il n'y a pas une place parce que je sors un joint. OK? Puis même des fois, pendant mes mariages, là, ou à la fin de mon mariage, je sors un joint, je m'en vais en the-side. Il n'y a pas personne qui est offusqué. Fait que la réalité, c'est que... tu vas en the-side quand même, hein? Oui, je vais un peu en the-side. Ah oui, non, mais... parce qu'il y a quand même des invités, peut-être, qui ne fument pas, mais je vais en the-side. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus personne qui est offusqué, là, ou qui stigmatise. Je trouve que les médias francophones, oui. Là, oui, ça, mais le monde, là, le MON, là. Puis je te dis que... T'as beau me dire que, bon, il n'y a pas grand monde qui est offusqué. Le problème, c'est que c'est les gens qui sont le plus offusqués qui votent encore, qui font le plus de plaintes, etc. Donc, il faudrait que ceux qui ne sont pas offusqués prennent la parole. Ils ne la prennent pas. Je te demande de la prendre, toi. En créole, à part de ça. Et puis en plus, là, moi, je vais t'ajouter... Mais je vais t'ajouter quelque chose dans ça, parce que moi, je me fais souvent dire, il y a une tolérance, il y a une tolérance. La tolérance, là, c'est quasiment la pire des situations, parce que c'est discriminatoire à la personne qui l'applique. Et si on regarde les données, c'est le seul crime qui est en constante augmentation depuis 15 ans. Quel crime? Le fumer du weed? La possession de cannabis, la production de cannabis, la distribution de cannabis, tout ce qui est les crimes concernant le cannabis, et c'est un crime qui est en hausse constamment depuis 15 à 20 ans. Pourtant, on parle de tolérance. On s'entend. À chaque année, il y a 2 à 3% chez les blacks, de plus. Là, on s'entend. Chez les pauvres. Effectivement, il y en a beaucoup, mais... OK, les pauvres et les blacks, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plus sous Trudeau que sous Harper. Si les chiffres sont toujours les mêmes... Excuse-moi. Sous Harper, il y a eu moins d'arrestations que sous Trudeau présentement. Ben non, mais Trudeau, ça fait 100 jours qu'il est là. Mais la prohibition d'alcool, juste à la fin de la prohibition d'alcool, quand ils ont arrêté la prohibition, il y a eu une augmentation des arrestations aussi. Hein. C'est souvent un réflexe du régime d'arrêter tout le monde. Là. Écoutez, les gars, je pense qu'on aurait pu en parler pour encore d'ici la fin de l'émission. Hugo Saint-Onge, tu vas être candidat, j'imagine? Oui, dans Laurier-Dorion. Pour ma 7e fois. Laurier-Dorion, c'est quel métro, ça? C'est entre Jean Talon et Jarry. Jean Talon, Jarry, OK. Puis, mettons, toi, si les gens veulent te rejoindre pour te poser des questions sur la via Facebook, je suis accessible. Oui. On va faire des événements. Hein. On va organiser le dernier Smoke-In. À la fin du mois de septembre, on invite tous les poteux du Québec à débarquer là. On va aller dire à la bonne fan Charlebois que c'est le fun de fumer du pot. Oui. Ça, c'est Soulanges-Vaudreuil. C'est la circonscription que je prends. Soulanges-Vaudreuil, c'est quel métro? C'est un métro un peu loin. Mais en fait, c'est le dernier Smoke-In. Mais justement, on va l'appeler le Smoke-Win. Smoke-Win, à cause vous allez gagner. Hey, merci les gars d'être venus sur le corner.